Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV vous présente votre magazine Éducation financière. Bonsoir à tous et à toutes, vous suivez Éducation financière et pour ce numéro, nous nous plongeons dans la finance digitale avec Monsieur Josué Tcha qui nous dira tout ce qu'il faut savoir sur les monnaies numériques des banques centrales. Bonsoir à vous et bienvenue dans Éducation financière. Encore une fois, merci à vous de nous suivre et soyez les bienvenus. Les monnaies numériques des banques centrales est le thème qui nous réunit ce soir. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir encore une fois sur ce plateau M. Josué Tcha, qui est un expert en finance digitale. Bonsoir M. Josué. Bonsoir. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons parler des monnaies numériques des banques centrales et tout de suite, qu'entend-on par monnaie numérique des banques centrales ? Alors, monnaie numérique des banques centrales MNBC ou encore Central Digital Bank Coin, CBDC, il s'agit d'une représentation numérique, d'accord, de la monnaie fiduciaire aujourd'hui que les banques émettent, donc de l'argent cash, l'espèce que nous avons, que nous tenons en main, c'est sa représentation numérique. Et cette représentation numérique-là, elle peut être basée sur une blockchain ou pas, et donc du coup, c'est par comparaison à des crypto-monnaies, mais sauf que ce ne sont pas des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'elles sont rattachées à une monnaie fiduciaire de banque centrale qui existe réellement, qui a cours légal, qui est conventionnelle. Et généralement, la parité est égale à 1. Et donc, à partir du moment où elle ne fluctue pas, elle est stable et qu'elle a la même correspondance que cette monnaie de banque centrale-là, donc du coup, on parlera de monnaie numérique de banque centrale. Et est-ce qu'aujourd'hui, les monnaies numériques des banques centrales sont à la portée de tous les citoyens d'un pays? Alors, à partir du moment où elle est adoptée par une banque centrale et qu'elle devient une monnaie numérique de banque centrale, désormais, c'est la monnaie conventionnelle. Elle sera la monnaie qui sera utilisée partout. Et si vous avez souvenance, entre-temps, il y a de cela quelques années, il y a ce projet qui est toujours en gestation, je crois, de e-CFA, par exemple. Donc, ce serait la monnaie numérique de banque centrale de la BCEAO, par exemple. Et donc, du coup, cette monnaie-là ne serait qu'une représentation purement numérique de la monnaie physique que nous avons aujourd'hui. Okay, de la monnaie fiduciaire que nous avons aujourd'hui. Et donc, du coup, cette monnaie-là a des caractéristiques et une des caractéristiques assez intéressantes, c'est parce que justement, c'est une monnaie basée sur le protocole de la blockchain ou non. Et surtout aussi qu'il y a une fonction de codage de la fonction de la monnaie qu'on peut implémenter au travers de celle-ci. Elle a bien des applications et bien des avantages, mais aussi des courants de pensée aujourd'hui s'élèvent contre elle parce que justement, certains y voient là un excès de contrôle des entités centrales, bien des entités de régulation sur les détenteurs de cette monnaie-là. Est-ce que tous les pays en voie de développement ont nécessairement besoin des monnaies numériques des banques centrales ou... Alors, tout dépend de la vision et de l'objectif qu'on vise. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, les monnaies numériques de banque centrale pourraient apporter un plus à gagner pour les pays en voie de développement. Pourquoi? Parce qu'elles pourraient aisément lancer leur propre monnaie en se basant tout simplement sur une technologie de blockchain. Okay? Mais contrairement au Bitcoin qui est basé sur une technologie de blockchain décentralisée, les monnaies numériques de banque centrale sont basées sur un système financier centralisé. C'est-à-dire que c'est exactement la monnaie de la banque fiduciaire qui est justement représentée sur cette forme numérique-là. Okay. À partir du moment où elle est émise par la banque centrale, elle assurera les mêmes fonctions que les fonctions classiques de l'argent physique. Mieux, elle donnerait beaucoup plus d'avantages à la banque centrale parce que cette fois-ci, contrairement à l'argent physique qui échappe parfois à la banque centrale lorsqu'il sort du réseau bancaire, okay, ce qui va se passer, c'est qu'avec la monnaie numérique de banque centrale, quel que soit là où elle se trouve ou la personne qui l'utilise, la banque centrale a le contrôle dessus et peut la tracer. C'est pas un peu risqué? Risqué, non, mais des dérives peuvent arriver. D'accord? Des dérives peuvent arriver dans la mesure où si justement cette entité de banque centrale-là, on sort vraiment des cas extrêmes, décide par exemple de faire des abus sur la monnaie,
c'est en un claquement de doigts, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit juste que quelqu'un qui a les accès ou bien qui a les protocoles qui vont bien être dans le système et décide de démonétiser cet argent ou bien de la faire perdre sa valeur ou bien de dire que vous avez 10 millions dans votre compte bancaire, ok, mais c'est de la monnaie numérique de banque centrale et que des soupçons de fraude, par exemple, et qu'elle veut la geler, elle la gèle systématiquement, elle peut la désactiver depuis les bureaux de la banque centrale. Et donc, ce qui veut dire que je n'ai plus contrôle sur ma vie privée, sur mes dépenses. Exactement. C'est également, vous tout. évoquez là un bel aspect parce que justement, lorsqu'il s'agit d'une monnaie numérique de banque centrale, tout ce que vous en faites est capturé par le système d'information. Ça veut dire quoi? Vous payez des gadgets érotiques, c'est bien marqué que vous avez acheté, vous avez dépensé X francs pour chez tel commerçant, et donc le nom du commerçant des objets érotiques va apparaître. Vous avez dépensé 100 000 dans une boîte de nuit, le nom de la boîte de nuit en tant que commerçant apparaîtra systématiquement. Déjà, on a un aperçu de cela. Si vous prenez votre relevé de compte, vous allez voir retrait au guichet automatique dans telle ville ou bien dans tel quartier. Vous allez voir paiement marchand chez le commerçant champion. De la même manière aussi, ça peut être le paiement d'un hôtel, etc. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et donc, du coup, ce qui s'ensuit, ou bien les précautions qu'il faut prendre par rapport à ça, c'est vraiment de renforcer les prérogatives de la RGPD, donc du coup, de la réglementation sur la gestion et la protection des données à caractère personnel. Parce qu'on peut dire que ce sont les inconvénients. Oui, en quelques griffes, mais généralement, vous savez, dans ce genre de technologie, mais dans ce genre d'innovation, il faut mettre sur la balance le bien que l'innovation, bien la transformation apporte versus les frustrations, bien les manquements. Et donc, du coup, sur ce périmètre-là, je peux aisément dire qu'en fait, il y a beaucoup d'applications intéressantes. Et une fois encore, moi, j'aime beaucoup plus dire, vous savez, à la base, les explosifs ont été fabriqués pour casser les grosses roches, bien les roches qui bloquent le traçage des routes, pour dynamiter en fait les roches et permettre de faire la route. Mais les gens l'ont utilisé pour tuer des gens. Donc, Hiroshima et puis Nagasaki. Donc, ce n'est pas la technologie en elle-même qui est risquée ou bien qui a un problème, mais c'est plutôt la moralité, l'éthique des personnes qui vont l'utiliser. Donc, du coup, si les principes de contrôle, les principes d'équilibre de pouvoir et les principes d'autonomie qui vont bien sont appliqués dans la gestion de cette monnaie au niveau de l'institution centrale qu'est la Banque centrale, à mon sens, on va l'utiliser dans le bon sens. Donc, du coup, c'est comme un couteau, il peut servir à faire de la cuisine, à couper et il peut également servir à tuer. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, par exemple, au niveau des CBDC, c'est que, par exemple, vous savez, il y a une problématique aujourd'hui dans les entreprises parfois ou bien dans les institutions et même au niveau de l'État. Par exemple, vous avez la subvention de l'État pour le carburant. Si on était, par exemple, dans les CBDC, l'État pourrait programmer systématiquement une dotation en matière de subvention au carburant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une inégalité. Vous savez, aujourd'hui, vous, par rapport à peut-être à votre niveau de revenu, peut-être que vous avez une moto. Le plein d'une moto fait combien? Peut-être 5 litres. Non. 5 litres, combien de litres en termes de litres? En termes de litres, je pense que c'est dans les 5 litres. 5 litres par là. Quelqu'un qui a une voiture, son plein, c'est peut-être 50 litres. Oui. Ça veut dire que quoi? Quand l'État subventionne directement le carburant, le prix du carburant, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu viens acheter 5 litres, ça veut dire que l'État ne subventionne que pour 5 litres pour toi. Au même moment, quelqu'un qui vient acheter pour 50 litres, l'État va subventionner 50 litres pour lui. Oui. Et parfois, généralement, la personne qui a le plus besoin de subvention n'est pas celle qui consomme le plus. Quand vous voyez les personnes les plus nantis viennent avec les grosses cylindrées, peut-être tu peux faire 100 litres au plein. Oui. Et quand tu fais 100 litres au plein, ça veut dire que l'État subventionne pour lui 100 litres. La monnaie numérique de banque centrale viendrait par exemple résoudre cette problématique-là. C'est-à-dire qu'on pourra programmer dans la monnaie ou bien dans la dotation ou bien dans le salaire de toute personne, ok, la quote-part de subvention. Et elle sera égale pour toutes les personnes. Donc ça veut dire que quoi? Que tu as une moto ou que tu as une voiture, si la subvention elle est de 50 000 pour tout le monde, elle est de 50 000 pour tout le monde. Et donc tu ne pourras utiliser les 50 000 que chez les commerçants de carburant parce que justement la monnaie numérique de banque centrale aura été programmée pour cette dotation, bien pour la quote-part de 50 000 que l'État a envoyée
pour n'être utilisables que sur Et les stations tu d'essence. ne pourrais pas les dépenser peut-être pour t'acheter des vêtements? Non, pas autre chose. On peut l'appliquer également, par exemple, pour les services ou bien les entreprises qui font une dotation au-delà du salaire, une dotation soit pour le carburant, une dotation pour la cantine, par exemple. Donc, ce sera programmé directement dans cette dotation-là pour qu'elle ne soit utilisable qu'au niveau de la cantine. Et donc, c'est là l'avantage des monnaies numériques. Parce que dans la monnaie numérique, les règles de gestion de cette monnaie-là sont édictées par du code informatique. Et une fois que ce code informatique, par rapport à ce mode de fonctionnement, sont imprimés là-dessus ou bien sont paramétrés, c'est ce qui s'exécute. Il n'y a pas possibilité de dodger. Et c'est en cela que c'est véritablement, il y a plein d'applications qui seraient très intéressantes avec cette monnaie numérique de banque centrale. Et aujourd'hui, s'il faut tracer par exemple les objectifs des monnaies numériques, quels sont les objectifs qu'on pourrait citer? Alors, les objectifs de la monnaie numérique, une fois encore, ça reste le premier, c'est-à-dire beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de flexibilité dans l'usage de l'argent, dans l'utilisation de l'argent, dans son déplacement d'un tiers à un autre. Maintenant, au-delà de ça, il y a certaines fonctions, par exemple, c'est-à-dire des fonctions régaliennes qui sont liées, par exemple, aux services fiscaux, etc. Et donc, du coup, on pourrait programmer même, par exemple, la monnaie numérique de banque centrale en termes d'objectifs, de telle sorte que dans la dépense, que systématiquement, lorsque tu fais une dépense, qu'il y a un montant qui soit systématiquement prélevé qui correspond soit à la TVA ou bien à la valeur d'imposition qui devait être faite sur toi. Donc, c'est véritablement un levier qui permet à la Banque centrale de pouvoir disposer, dans les cadres définis, un contrôle sur l'argent, même dans le compte de ses usagers. Est-ce qu'il y aurait des inconvénients Bien sûr, les inconvénients, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les abus, c'est-à-dire les abus de contrôle. À part les abus de contrôle. À part les abus de contrôle, c'est vraiment les abus de contrôle en réalité. Sinon, je ne vois pas en soi un inconvénient tant quel, parce que de toutes les façons, ce serait la monnaie qui aura cours légal. Et si c'est la monnaie qui a cours légal, ça veut dire que toute personne, que ce soit Magia au village, que ce soit la dame de Gombo au marché, aura un dispositif pour accepter le paiement avec cet argent-là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà. Mais, une fois encore, comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, du coup, c'est beaucoup plus, la problématique se trouve beaucoup plus sur la moralité et de l'éthique des personnes qui sont en train de mettre en œuvre cette monnaie-là. Quel est l'objectif qu'ils veulent atteindre avec? Si leurs objectifs ne sont pas moraux, naturellement, ça va détruire la société parce qu'on va l'utiliser pour espionner les gens, pour surtout de grandes personnalités, etc. Et voilà. Mais si on met les garde-fous qui vont bien, en réalité, on va profiter des avantages sans les revers. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle permet de réduire les inégalités d'accès aux services financiers, et en particulier pour les personnes vivant dans les zones rurales ou isolées? Bien sûr. Parce que justement, si on était en monnaie numérique de banque centrale, comme je le disais tantôt, vous avez des personnes qui ne sont pas bancarisées, mais qui brassent de fortes sommes et qui n'ont pas accès au crédit parce que justement, elles ne vont pas cocher les cases qui vont bien. Donc du coup, à partir du moment où on passe au ICFA, par exemple, ou bien à la monnaie numérique de banque centrale qui va bien, ça veut dire que l'argent sur toutes les formes dans lesquelles tu l'utilises, c'est systématiquement tracé. Donc, on sait combien tu gagnes, on sait combien tu dépenses et on sait quelle est ta capacité en réalité à emprunter de l'argent. Et mieux, dans le système économique, surtout pour nos pays en voie de développement, du coup, les frais liés à l'impression de la monnaie n'existeraient plus. Certes, il faudrait voir maintenant combien ça coûterait la maintenance du système en question, parce que justement, les systèmes de blockchain sont souvent énergivores, quoique aujourd'hui, des formes vertes de ces blockchains-là sont en train d'être mises en place. Est-ce que les monnaies numériques des banques centrales peuvent jouer un rôle dans la gestion des taux d'intérêt? Oui, bien sûr. En fait, justement, il faut comprendre qu'est-ce qui fait le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, en réalité, c'est le coût du risque. Quand vous allez à la banque et qu'on vous prête de l'argent, le taux d'intérêt dépend du risque d'exposition que la banque a vis-à-vis de vous. OK? Pourquoi? Parce que justement, il y a le taux directeur de la banque centrale qui met de l'argent à disposition de la banque et la banque, elle, autre en vous le prêtant, va ajouter sa marge. Et cette marge-là constitue en réalité le coût de l'opportunité qu'elle prend sur vous. Et comme vous pouvez le voir, c'est pour ça justement en Europe, vous avez des prêts à 1, 2, 3%, alors que sous nos cieux, on a des prêts à 10,
Aujourd'hui, en tout cas, il y a un effort. On a des prêts qui sont revenus jusqu'à 7%, 8%. Mais la problématique, c'est quoi? C'est que dans nos pays, personne n'est fiché. Ailleurs, vous avez le numéro de sécu. Avec le numéro de sécurité sociale, dès qu'on l'a, on sait où vous habitez, on connaît tout l'historique, on sait où vous avez travaillé, on vous retrouve où que vous soyez. On peut vous tracer à tout moment. À tout moment. Et alors que sous nos cieux, la personne prend, elle change juste de quartier et puis vous ne la retrouvez plus. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les taux d'intérêt sont suffisamment élevés. Mais si, en termes de garantie ou bien en termes de sûreté, on a tous les éléments qui prouvent que vous allez pouvoir rembourser, on a votre track record, on a votre historique de dépenses de paiement et qu'on ne vous donne que ce que vous pouvez payer, naturellement, les taux seront très, très bas. Et c'est véritablement ça, par exemple, un des avantages de cette monnaie numérique de banque. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, du coup, vraiment, à la fin de la journée, c'est la transparence totale qui en résulte, qui est intéressant et donc, du coup, va faire des effets leviers, des effets d'entraînement qui vont jaillir sur tout le système. Et donc, véritablement, les taux d'intérêt, oui, peuvent être impactés et positivement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un moyen d'empêcher peut-être les gens de, je vais dire peut-être, fuir avec l'argent une fois en déménagement effectué? Bien sûr, parce que justement, en fait, si l'argent est numérique, ça veut dire que chaque dépense que vous faites, on peut savoir où vous l'avez dépensé. Et donc, du coup, généralement, même si vous suivez les séries d'investigation, on dit quand on veut trouver quelqu'un ou bien un trafiquant, mais quelqu'un qui a fui, on suit l'argent. Si vous avez fait une dépense dans un quartier, je sais que vous avez fait, la dernière fois vous étiez là, après vous avez fait une dépense dans un autre quartier ou bien dans un autre endroit, je vous trace, je sais où, je connais votre parcours, puisque en fait, pour vous nourrir, pour faire tous vos besoins, vous êtes obligé de dépenser. Ah, d'accord. Et pour quelqu'un qui n'aimerait pas être suivi à la trace, je pense que... Il ne va pas aller sur cette monnaie-là. Oui. Mais en fait, justement, vous savez, ce sont des fonctions régaliennes. Donc, à partir du moment où la décision est prise et que la loi est votée et que c'est adopté, ben ça s'appliquera à tout le monde. Est-ce qu'ils ont des impacts? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les banques numériques ont des impacts sur les systèmes bancaires traditionnels et sur les rôles des banques commerciales dans l'économie? A priori, à mon sens, non. C'est juste comme si on changeait juste de fuel. C'est comme si on utilisait du super. Avant le super, on utilisait de l'essence classique. On est passé au super. En fait, c'est juste une catégorie, quoi. À la fin de la journée, c'est la même monnaie qui circule. Donc, les fonctions de base que les banques traditionnelles faisaient vont continuer par les faire, notamment, donc, du coup, le rôle principal de la banque, c'est le rôle de médiation, d'accord? Donc, du coup, de collecte des ressources et de distribution de crédit. Ils vont continuer par le faire. Mais c'est juste que ce ne sera plus de l'argent fiduciaire, ce sera plus de la monnaie sonnante et trébuchante, mais ce sera beaucoup plus une monnaie numérique. Donc, du coup, votre compte est crédité, bon, voilà, quand vous la dépensez de manière numérique. Mais non, ceci étant dit, par contre, le principal challenge, et là, qui pourrait peut-être impacter les banques traditionnelles, c'est beaucoup plus le readiness de leur infrastructure technologique bancaire, leur système d'information. Est-ce qu'il est prêt pour s'adapter à une monnaie numérique? Voilà. Et donc, du coup, parce que justement, avec la monnaie numérique, ça veut dire que vous ne prenez plus des espèces. Donc, du coup, pour faire votre transaction, pour faire des opérations, vous devez avoir une application mobile qui respecte les normes de sécurité, etc. et les standards, le PADSS comme le PCI DSS, etc. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus ces challenges-là. Donc, parce que toutes ces banques traditionnelles doivent se mettre à jour au niveau de leur système d'information, adopter beaucoup plus des systèmes qui sont compatibles au open banking et qui sont susceptibles d'accepter des monnaies numériques de banque centrale. Et justement, donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas dire que les banques traditionnelles vont forcément être menacées. Le principal challenge, ce serait vraiment la mise à jour de l'ESI. Donc c'est beaucoup plus cela. Mais sinon, elles vont continuer par faire le métier pour lequel elles ont pris leur licence. Donc l'intermédiation, elles vont continuer de le faire. Et ça ne changera pas, en fait. Est-ce qu'il y aurait une différence entre les paiements mobiles et les monnaies numériques? Alors justement, vous me tendez la perche justement parce que je disais qu'en réalité, le mobile money est une forme de monnaie numérique, sauf qu'elle n'est pas basée sur la blockchain. Okay. Pourquoi? Parce que justement, vous avez par exemple le mobile money, en l'occurrence T-Money ou Flows, qui sont une représentation de l'argent fiduciaire qui se trouve sur le compte bancaire. Donc la parité, c'est 1.
Quand vous prenez 1000 francs de Timoni ou de Flouze, ça équivaut à 1000 francs fiduciaires. Il n'y a pas de différence. Mais c'est une version numérique, ou bien c'est une représentation numérique de la monnaie elle-même qui existe. Et donc, du coup, imaginez que toute la monnaie émise par la Banque centrale soit purement et simplement sous la forme numérique. C'est ce que ça veut dire tout simplement. C'est comme si aujourd'hui, vous venez au Togo et tout l'argent en circulation en réalité est exprimé en Timoni ou bien en Flouze. Pour le commun des mortels, c'est ce qu'il faut dire. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Vous voyez comment ça bouge? Pam, je t'ai dit, je t'ai envoyé 10 000. Est-ce que tu tiens les 10 000? Non, mais c'est ton ami qui est crédité. Oui. Et donc, du coup, si tu vas retirer sur un point, si on fait sur ton relevé de mobile money, on verra que tu vas retirer sur point de retrait PSDT 12 ou bien, je ne sais pas, DAPAON, tel, etc. Donc, du coup, tout serait tracé, quoi. Exactement. C'est clair. Et parlons de paiements internationaux et transferts de fonds. Est-ce que les monnaies numériques pourraient-elles réduire les coûts de transactions financières? Alors, pas vraiment. Pourquoi? Sauf dans les cas de communautés ou bien dans les cas d'accords régionaux. Parce que justement, la monnaie numérique, comme l'indique son nom, c'est la monnaie numérique de banque centrale. Contrairement à la crypto-monnaie Bitcoin, qui sont basées sur une blockchain décentralisée, au niveau des monnaies numériques de banque centrale, c'est centralisé chez la banque centrale. Donc, du coup, ce qui fait que c'est la banque centrale qui gère tous les flux. Qui a le contrôle. Donc, la cinématique, quand vous dites un paiement international, ça veut dire que je quitte ma banque centrale vers un autre pays ou bien vers une autre zone qui utilise une autre monnaie numérique de banque centrale. Le délai de transaction n'est pas un problème. Ça va être techniquement très rapide parce qu'il s'agit de la monnaie numérique. Okay? Et d'ailleurs, même aujourd'hui, les paiements internationaux se font déjà de manière numérique parce qu'on utilise SWIFT et donc dans SWIFT, ce n'est qu'un échange de messages. Le mouvement de l'argent lui-même, en réalité, se fait beaucoup bien après. Mais dans la monnaie numérique, donc du coup, on aura l'information et le transfert de la monnaie qui vont se faire dans le même instant. L'information pour dire que nous avons crédité votre compte de l'autre côté, ou bien le compte de correspondant pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire, et l'argent lui-même va se faire dans les mêmes délais. Et donc, du coup, en fait, les compensations seront instantanées, ce seraient des opérations purement instantanées. Mais, comme je le dis, ce n'est pas lié à la monnaie numérique de banque centrale elle-même, parce que la monnaie numérique de banque centrale va gérer les transactions qui sont sous la coupole ou bien qui sont sous la responsabilité de la Banque centrale, donc soit à l'échelle pays ou à l'échelle régionale. Si nous prenons le cas de la zone UEMOA, avec une monnaie numérique de banque centrale, on va pouvoir transacter entre tous les pays de la zone UEMOA en une fraction de seconde, puisque c'est instantané et c'est dirigé par la même banque centrale. Mais quand je vais vouloir transférer au Ghana, il faut que la banque centrale de la zone UEMOA et la banque centrale se mettent en contact. Se mettent en contact pour pouvoir faire l'opération. Donc, vous voyez, donc c'est cette nécessaire collaboration entre les différentes banques centrales, les banques centrales qui va permettre ou bien qui va faciliter les transactions internationales. Aujourd'hui, le canal par excellence qu'on utilise, c'est le canal SWIFT, qui est cette messagerie de transactions internationales qui est hostée aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la plupart des transactions internationales se font sous le dollar. Quoique, depuis l'événement des BRICS, on est en train de mettre en place un autre système qui va pouvoir balancer le SWIFT et donc va permettre de ne plus dépendre uniquement des États-Unis. Mais oui, voilà la réponse, c'est-à-dire que les CBDC vont faciliter et rendre plus facile et plus rapide les transactions intra-banque centrale et intra-juridiction ou bien banque étant sous la juridiction de la banque centrale. Mais lorsqu'il faut faire des transferts internationaux, il faut passer d'une banque centrale vers une autre. Donc, du coup, il faut forcément cette collaboration-là, que cette relation-là soit mise en place pour bénéficier des avantages liés à la monnaie numérique de banque centrale en ce qui concerne les transferts internationaux. D'accord. Avec tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire que ça reste un moyen plus stable ou plus sûr d'effectuer les transactions, notamment par rapport aux crypto-monnaies? Oui, bien sûr. En fait, alors, les crypto-monnaies sont sûres. La problématique que posent les crypto-monnaies, en tout cas les crypto-monnaies basées, originelles, basées sur la blockchain de la Bitcoin, pourquoi? Parce que justement, les règles qui gèrent cette blockchain-là sont vraiment dures, sont assez solides et sont fiables.
d'accord, en termes de cryptographie, en termes d'historicité des transactions. La seule chose que les institutions centraux, notamment les banques centrales et les gouvernements critiquent à la blockchain et à la crypto-monnaie, comme le Bitcoin, c'est qu'en réalité, les usagers sont anonymes. Et donc, c'est cette anonymité-là qui leur pose problème parce que du coup, ils perdent le contrôle là-dessus. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir qui a fait quelle transaction, etc. Alors, par contre, quand il s'agira des monnaies numériques de banque centrale, ils ont le contrôle sur tout parce que l'anonymisation est sautée, vu que c'est centralisé. Donc, du coup, le problème ne se pose pas là-bas. Donc, sécurité et tout, tranquille, quoi. Tout va bien. Et véritablement, on a en plus les avantages parce que ça permet de pouvoir aller rapidement, de pouvoir toucher tout le monde, de pouvoir programmer même la monnaie, etc. Donc, du coup, le Bitcoin est sécurisé, mais la crypto-monnaie, elle est sécurisée. D'ailleurs, on l'appelle crypto parce que justement, c'est tiré de cryptographie qui veut dire sécuriser. En fait, la cryptographie, c'est le camouflage, c'est la sécurisation d'une information pour que les personnes à qui elle n'est pas destinée ne peuvent pas y avoir accès. Donc, du coup, c'est cette techno qui est utilisée à travers notamment ce qui concerne le Bitcoin, ou bien en tout cas la blockchain du Bitcoin, qui est le SHA-512 ou bien le SHA-256, qui est une forme, ou bien qui est une technique de chiffrage de données qui est utilisée vraiment en composé pour pouvoir sécuriser les transactions sur la blockchain. Donc, moi, j'estime qu'en matière de sécurité, le problème ne se pose pas. C'est d'ailleurs parce qu'elle est sécurisée que les banques centrales s'en inspirent pour désormais, donc du coup, apporter une amélioration, mais une avancée sur la monnaie fiduciaire classique qui existe. C'est parce qu'elle est sécurisée. Maintenant, les parties qui ne les arrangent pas ou bien qu'elles ne veulent pas adopter sont le fait que la blockchain de crypto-monnaie, notamment le Bitcoin, est décentralisée. Et donc, du coup, ça veut dire qu'aucune entité ne la contrôle, elle s'auto-gère, elle s'auto-contrôle. Eux, banques centrales, ne veulent pas de ça. Donc, du coup, ils prennent tous les autres aspects qui sont intéressants, notamment la virtualité de la monnaie, la possibilité de programmer une fonction dans la monnaie, etc., pour l'utiliser à l'avantage de la monnaie de banque centrale. OK? Donc, ils ont pris les éléments qui les intéressent, mais qui font la force de cette monnaie-là, et ont enlevé, donc, du coup, la partie qui les empêchait de contrôler la crypto-monnaie. Et donc, du coup, à mon sens, si cette monnaie-là sort, elle va beaucoup challenger la crypto-monnaie traditionnelle. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie avait des attraits ou bien des avantages. Donc, on vient d'ajouter ces avantages-là à la monnaie classique que nous utilisons, donc les monnaies de banque centrale. Maintenant, donc, du coup, peut-être c'est les personnes qui ne veulent véritablement pas être tracées et donc, du coup, qui veulent rester dans la décentralisation, qui resteront toujours de l'autre bord. Mais par contre, tous ceux qui sont fascinés par le fait que c'est numérique, le fait que c'est rapide, le fait que c'est sécurisé, le fait que ça permet de toucher qui on veut et qu'on peut programmer la monnaie. Tous ceux qui sont intéressés par ces fonctionnalités-là vont retrouver les mêmes fonctionnalités sur la monnaie classique ou bien la monnaie fiduciaire de banque centrale. D'accord. Et quels sont les avantages que pourraient tirer les entreprises qui décideront d'adopter les monnaies numériques des banques centrales aujourd'hui? Alors, est-ce que ce sont les entreprises qui décideront de les utiliser? Comme je l'ai dit tantôt, si c'est une monnaie numérique de banque centrale, vous n'avez pas le choix, tout le monde va l'utiliser. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, parce qu'en fait, la banque centrale qui émet la monnaie que toi et moi nous utilisons dit que désormais, c'est comme en fait, entre-temps, vous savez, il y avait les vieux 500 sur lesquels il y avait... C'est ça ou c'est ça. C'est ça ou c'est ça. Donc, du coup, on dit qu'à partir de tel délai, ces monnaies ne sont plus acceptées. Désormais, ce seraient les monnaies numériques. Tout le monde va faire avec, on n'a pas le choix si la banque centrale le décide. À moins que vous décidez de sortir de cet écosystème, ben voilà, vous n'avez pas le choix. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup encore une fois d'avoir partagé vos connaissances avec nous. C'était un plaisir. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Votre magazine Éducation financière vous a été présenté par Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV.